Aujourd'hui à Info 7, en ce 22 mars 2024, la situation des travailleurs mexicains sème l'inquiétude chez Crabiers du Nord. La MRC La Haute-Côte-Nord octroie près de 500 000 $ en soutien à divers projets. 53 500 $ octroyés pour un projet envers les aînés de la ville de Forestville. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à notre bulletin de nouvelles. Après avoir appris le 29 février dernier que le gouvernement fédéral réimpose un visa pour la majorité des Mexicains qui veulent entrer au pays, les Crabiers du Nord ont dû faire tout en leur pouvoir afin de trouver de la nouvelle main-d'œuvre manquante avant le départ des pêcheurs le 24 avril prochain. Ce sont seulement 6 travailleurs mexicains sur 17 qui seront sur la Haute-Côte-Nord. Les Crabiers du Nord ont dû former de nouveaux travailleurs d'ici dans un laps de temps record avant la date fatidique. Lina Fortin a rencontré Christine Poitras pour en discuter. On est au Crabiers du Nord aujourd'hui pour parler des problèmes avec l'immigration, avec les Mexicains qui doivent venir travailler cet été. Vous avez appris à fin février que ça prenait maintenant un visa pour que les travailleurs temporaires puissent, n'importe quel Mexicain, dans le fond, puisse venir au Canada. Vous avez-tu appris la nouvelle d'avance ou vous avez été pris au dépourvu? On a été pris au dépourvu, on n'a pas eu de moment de grâce pour pouvoir commencer à instaurer la nouvelle loi. Donc, on était comme dernière minute à essayer de s'organiser avec les moyens du bord. Ça fait au moins 3 ans, je crois, que vous employez des Mexicains pour venir travailler à l'usine. Combien vous en avez? Cette année, nous avions fait la demande de 17 travailleurs étrangers, mais avec la nouvelle loi, j'en ai juste 6 présentement qui vont arriver mercredi et j'en ai 11 qui doivent attendre d'avoir une demande de permis en ligne approuvée et avoir leur visa. J'en ai 3 qui vont faire leur demande présentement et j'ai été obligée d'annuler 8 d'entre eux, donc parce que le moment d'avoir le permis est trop long. Donc, moi, ma saison de crabe va être terminée, donc je ne pourrai plus leur donner d'ouvrage. Est-ce qu'on sait à peu près, ça prend combien de travailleurs dans l'usine? Présentement, environ une quarantaine pour combler tout le poste avec les lignes de frais et de congelés. Le délai pour faire venir les travailleurs mexicains, est-ce qu'il est long et est-ce qu'il est compliqué? Bien, avant que la loi passe, normalement, ce qu'on faisait, c'est que nous, on appose des demandes d'études d'impact sur le marché du travail qui prend un certain délai pour être approuvé. Ensuite, on reçoit le certificat d'acceptation au Québec. Suite à ça, après ça, quand c'est fait, ils pouvaient arriver au port d'entrée et faire leur demande de permis en ligne. Puis là, bien, c'est long quand ils arrivent au port d'entrée. Donc, là, on a dit on va économiser du temps. Fait que cette année, les demandes de IMT qui ont été approuvées d'avance, on a pu faire la demande de permis en ligne. Donc, 6 de nos travailleurs saisonniers, c'est des journalistes 8 mois, et eux, ils ont fait le permis de travail en ligne d'avance. Donc, eux autres, ils ont eu un papier qui était comme de quoi qui était approuvé. Fait qu'eux, ils peuvent s'en venir, passer aux douanes, scanner, eux sont corrects. C'est les autres, donc leur demande a été trop longue à être approuvée, vu que si on avait fait la demande de permis en ligne, les délais étaient de 4 à 8 semaines. Donc, on se dit, bon, on les fait dessus ou on les fait pas. Fait qu'on a dit, bon, ils sont juste avant qu'ils arrivent au port d'entrée. Fait qu'on va faire comme les années d'avant, on va faire leur demande au port d'entrée. Mais là, la loi a tombé. Donc, fait que là, maintenant, faire une demande de permis en ligne, c'est entre 4 à 8 semaines. Dans le fond, c'est que là, on fait une demande, il faut qu'elle soit approuvée pour le permis en ligne. Une fois que tout ça est accepté, il faut que le travailleur emmène son passeport. Dans le fond, c'est comme un bureau local d'emploi qui est au Mexique, qu'eux envoient à l'ambassade au Mexique pour qu'ils fassent apposer le visa dans le passeport pour que le travailleur puisse passer aux douanes. Mais maintenant, le Mexique a stoppé cet envoi-là, donc on ne sait pas c'est quoi qui peut être les délais pour les faire venir. Ça fait probablement encore plus long. Ça va être encore plus long. Fait que c'est pour ça l'enjeu que là, présentement, on ne sait plus combien de temps ça va prendre. Tu sais, c'est 4 semaines, 6, mais là, avec le délai d'envoi du visa qui a été stoppé, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y en a. On n'a pas eu d'autres développements présentement. Quand je vous parle là, on n'a pas eu d'autres développements là-dessus. Vous avez essayé de négocier, j'imagine, avec les bureaux d'immigration, avec Ottawa.
Ça n'a rien donné ou... Bien, présentement, il n'y a pas grand-chose qui bouge. On a été beaucoup en pourparlers. On a parlé beaucoup avec la ministre Louboutin à Pêche et Océan Canada. On a parlé aussi avec Jean-Paul Gagné de l'AQIP. Aussi avec notre agence de recrutement qui est d'Autantex. Eux autres aussi nous aident là-dedans. On n'arrête pas. On a beaucoup de communication avec le gouvernement. Mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui se passe. On n'a pas de... On ne sait pas. On n'a pas de réponse à nos demandes, dans le fond. C'est quand même triste, pareil, pour eux autres aussi, les travailleurs qui s'attendaient de venir puis qui ne viendront probablement pas. Là, j'imagine que c'est pas juste ici à Portneuf-sur-Mer qu'il y a ce problème-là, là. Non, ça a un impact majeur sur toute l'industrie de la pêche au Canada. Fait qu'on n'est pas les seuls ici, là. Fait que c'est beaucoup de compagnies qui vont ouvrir soit à moitié de capacité ou qui vont être capables de faire comme nous, combler des postes avec des employés locaux. Fait que comme nous, on va être à pleine capacité. Donc, il y en a peut-être qui seront peut-être même pas capables d'ouvrir non plus parce qu'ils n'auront pas assez d'employés. Oh, ça va OK, si loin que ça. Ici, à Portneuf, est-ce que vous avez réussi à combler les postes qui manquent? Oui, on a passé, la semaine passée, une annonce sur Facebook. On a partagé, puis il y a beaucoup eu de réponses. On a été surpris de voir, mon Dieu, on a dit... Il y a bien du monde qui nous répond, fait que justement, on vient de finir de combler les postes, fait qu'on va être capable d'ouvrir à pleine capacité, parce que c'est très important, parce qu'on a une usine aussi à Sept-Îles qui, eux, pourront pas ouvrir à pleine capacité, donc le surplus du crabe va probablement venir ici. Fait que nous, ben, en étant à pleine capacité, on va pouvoir prendre le dessus avec eux. Mais il vous manque quand même des travailleurs? Oui, pour l'usine de Sept-Îles. Puis là, j'en ai qui n'arriveront pas pour le début de la saison, mais qui vont arriver plus tard. OK. Qui est des agents à la sanitation et un camionneur. On sait que le quota de crabe il a augmenté cette année pour les pêcheurs de crabe, mais ça, est-ce que ça veut dire que ça va encore produire plus à l'usine? Oui, parce que vu qu'il y a une augmentation de quota, oui, il va en avoir plus à l'usine. Puis ça va dépendre aussi des pêches, comment qu'il va avoir. Est-ce que ça va rentrer à full capacité comme l'an passé, ou ça va être comme les années, ça va rentrer un petit peu à la fois, mais ça, on ne le sait jamais d'une année à l'autre. Mais il y a toujours quand même une date limite au crabe. Oui, il y a une date limite de début et de fin. Est-ce qu'on sait la fin? Normalement, c'est vers 24-25 juin. Là, je ne sais pas pour cette année, mais normalement, c'est fin juin, la date limite de pêche au crabe, dans notre secteur ici, qui est la zone 17. OK. Là, on sait que si tout va bien, c'est vite, là. Aujourd'hui, on est le 18 mars. Si tout va bien, ils font la mise à l'eau, ils vont tendre le 24 au matin. Oui. Donc, l'usine serait en fonction le 25-26. 25-26, oui, exact. Puis si la température n'est pas tellement belle, ça se peut que ça retarde une journée ou deux. Mais il faut que les employés soient en place et prêts à travailler. Oui. Puis est-ce que vous pensez que durant l'été, on va avoir besoin d'autres ressources ou... Bien, nous, non, pas pour le crabe. On a déjà toutes nos ressources d'employés pour combler le reste de l'année parce qu'on n'a pas besoin d'autant de monde. Il nous reste la ligne de Mac de Simpson, on a le Buxin, puis on a le poisson de fond. Fait qu'on est correct pour combler le reste de l'année avec nos travailleurs qui vont arriver mercredi. Puis si, mettons, il y a un intérêt pour le monde de cette île ou de par là-bas, d'aller travailler par là, il y a toujours possibilité qu'ils donnent leur nom là-bas à l'usine ou ils la donnent à vous autres? Bien, plus à l'usine directement, mais ils peuvent s'informer auprès de nous autres, voir où est-ce qu'ils peuvent envoyer leur CV ou leur nom pour pouvoir postuler dans d'autres usines de la Basse-Côte-Nord, là. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ceux-là qui vont arriver bientôt? D'abord, dans le fond, là, le gouvernement, ce qu'il y a peur, c'est que, bon, il n'y ait pas de logement pour les loger, des choses comme ça. Mais j'imagine que vous les avez mis au courant qu'ils ne sont pas dans la rue quand ils arrivent ici, là. Bien, c'est ça qu'on leur expliquait. C'est des travailleurs étrangers temporaires. Donc, sont ici un certain temps et non à l'année. Ce ne sont pas des gens qui vont venir comme rester ici au Canada. Ils font leur contrat de travail avec nous, puis quand c'est terminé, ils retournent dans leur pays. Puis nous, ici, bien, la plupart des employeurs ont acheté des logements ou des maisons pour pouvoir les loger. Donc, quand ils viennent ici, ils ont une place pour rester, puis après ça, ils repartent. OK, ça fait que c'est même pas un problème. Non. Mais le gouvernement ne l'entend pas de cette manière. Non, surtout pour les travailleurs étrangers temporaires. C'est pas 3 ans ou 4 ans ou 6 ans, t'en as qui viennent pour des durées de contrat plus longtemps. Donc, à ce moment-là, eux autres, il faut qu'il y ait une maison, une place pour les loger. Là, OK. Puis c'est la même chose aux Îles-de-la-Madeleine, au Nouveau-Brunswick, partout? Oui, aux Îles-de-la-Madeleine, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, la Gaspésie, c'est la même chose, la Basse-Côte-Nord, la Côte-Nord. On est tous un peu dans la même situation présentement, mais nous-mêmes, quand on les fait venir, on a toute une place pour les loger. Christine, je te remercie beaucoup. Puis on va se croiser les doigts pour cet été, puis on espère que l'an prochain, ces travailleurs-là,
mais qui étaient habitués là, de commencer à être habitués de venir, vont pouvoir revenir. Puis on espère aussi que ceux que vous attendez à l'usine, vont vraiment pouvoir venir. Oui, on espère. Merci beaucoup. Merci. En séance ordinaire mardi le 19 mars dernier, le Conseil de la MRC La Haute-Côte-Nord octroie près de 500 000 $ au développement de son territoire en soutien à plusieurs projets. Nous avons pu entendre la directrice générale, Mme Élise Guignard, nous parler des projets et entreprises qui bénéficieront d'une aide précieuse pour le développement de la région. En voici un extrait. Donc, je demande résolution à ce que la MRC entérine la décision du comité d'investissement commun et du comité consultatif pour le projet PM Lessard Inc., une expansion pour la somme de 10 800, Cœur Sauvage, un démarrage pour la somme de 28 723, Mécanique DAI pour la somme de 30 000, Festival du Fjord pour le projet web de 9 798,40 pour un grand total de 79 321,40. Donc, je demande résolution pour que la MRC recommande le projet Municipalité Tadoussac, solution nature Tadoussac, pour la somme de 5 000 $. Donc, je demande résolution que la MRC recommande le projet Centre des femmes de Forestville, le réaménagement du Centre des femmes pour 100 000, Club de soccer mineur de Forestville pour la réfection du terrain, 33 261,81. La municipalité des Bergeronnes pour la sécurisation du mobilier de la bibliothèque, 10 410,60. La municipalité de Tadoussac pour les aînés en action, le projet de banc pour 7 268,54. Deux projets de la MRC, les enseignes de sensibilisation pour la marée pour 77 584,72 et les enseignes pylônes pour 129 450, donc pour la somme de 357 975. D'autres projets dans le programme de l'entente de développement culturel ont bénéficié d'une aide financière totalisant un montant de 41 497,60 $. Donc, je demande une résolution que le Conseil de la MRC accepte de contribuer au projet CPE La Giroflée pour les petites histoires au CPE 6600, Lynx Sainte-Marc pour Jamais 2 sans toi, 7500, l'Odyssée artistique pour Entre nous pour la somme de 7700, Archéo-consultant pour des fouilles archéologiques pour 7798, le Festival du Fjord pour un projet pour 6300, également le Festival du Fjord pour les artistes émergents 5600 pour un total de 41 498. Le député de René Lévesque, Yves Montigny, a annoncé au nom de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, et de la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, qu'un soutien financier de 53 500 $ est octroyé à la ville de Forestville dans le cadre du nouveau programme d'infrastructure municipale pour les aînés. Cette aide financière est attribuée pour la concrétisation du développement d'un circuit de marche sécuritaire. L'aménagement des espaces de vie est primordial pour le bien-être, l'engagement social et la sécurité des personnes âgées. La possibilité pour elles de vieillir dans les communautés où elles ont vécu longtemps dépend de la capacité de ces lieux à s'adapter à leurs besoins et capacités. Nos aînés jouent un rôle important dans notre société. Les projets annoncés aujourd'hui permettent de répondre à leurs besoins au cœur des communautés. Merci aux municipalités et aux MRC qui contribuent à l'épanouissement collectif des aînés en mettant en place des initiatives locales et bénéfiques pour l'ensemble de la population. Nous avons tout à gagner de continuer à rendre nos milieux attractifs et sécuritaires pour les aînés du Québec, a affirmé Sonia Bélanger. Le député de René Lévesque, Yves Montigny, a tenu à souligner la nouvelle. Je me réjouis que ce projet de la communauté de Forestville ait fait l'objet d'une recommandation pour le financement demandé. Cela témoigne du sérieux de l'engagement des gens d'ici auprès des personnes aînées et de l'écoute de notre gouvernement pour offrir une réponse adaptée aux besoins de notre région. Je remercie toutes les personnes qui se sont investies dans cette démarche et je salue leur dévouement au mieux-être de la collectivité. La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Catherine Champagne-Jourdain,
invite les personnes vivant avec un handicap et les entreprises à s'inscrire d'ici le 3 mai 2024 à Duo Emploi. Les personnes participantes seront accueillies par des employeurs dans le cadre de stages exploratoires d'une journée. Ces stages se dérouleront dans toutes les régions du Québec au cours de la Semaine québécoise des personnes handicapées, soit du 1er au 7 juin prochain. Les formulaires d'inscription sont disponibles sur québec.ca/Duo Emploi. Duo Emploi est une excellente façon de sensibiliser les employeurs à l'importance d'embaucher des personnes vivant avec un handicap en donnant à ces derniers l'occasion de les rencontrer dans un contexte professionnel. Les personnes stagiaires, quant à elles, découvriront différents milieux de travail tout en constatant qu'elles peuvent apporter beaucoup à d'éventuels employeurs. C'est une initiative qui a fait ses preuves puisque le nombre de stages réalisés lors de cet événement a augmenté de 67 % au cours des dernières années, passant de 82 stages en 2021 à 137 stages en 2023. L'une de mes priorités est de favoriser l'intégration des personnes plus éloignées du marché du travail et Duo Emploi fait partie des solutions pour y arriver. Cette initiative a mené à la réalisation de nombreuses histoires à succès et a permis de briser des barrières et d'ouvrir de multiples perspectives de carrière. C'est une occasion exceptionnelle de créer des ponts entre les employeurs et les personnes vivant avec un handicap, et ce, grâce à des stages qui favorisent une meilleure compréhension de part et d'autre et une ouverture vers de nouvelles possibilités d'emploi. Participez-y en grand nombre, a déclaré Catherine Champagne-Jourdain. 56 nouveaux logements sociaux et abordables seront construits à Baie-Comeau, ont annoncé Catherine Champagne-Jourdain et Yves Montigny plus tôt cette semaine. Ces logements pourront être réalisés rapidement dans le cadre du deuxième appel de projet du programme d'habitation abordable Québec. Dans un contexte de crise du logement, les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé le 16 février dernier qu'à l'échelle du Québec, 2574 nouveaux logements pourront être réalisés rapidement en vertu de la sélection de 47 projets, dont celui annoncé le 18 mars à Baie-Comeau. Afin d'assurer une mise en chantier rapide de ces projets, leurs promoteurs devront avoir conclu un contrat avec un entrepreneur dans les 12 mois suivant leur sélection pour maintenir leur accessibilité aux contributions gouvernementales. C'est une annonce très positive pour Baie-Comeau et je tiens à remercier les gouvernements fédéral et provincial pour leurs généreuses contributions. Face à l'actuel contexte de pénurie de logements, la Ville a mis sur pied une stratégie de développement résidentiel et travaille sans relâche afin de stimuler la construction de logements de toutes sortes. La construction des 56 nouveaux logements sociaux aura un impact immédiat sur notre communauté et nous sommes fiers d'être un partenaire du projet, a affirmé Michel Desbiens, maire de Baie-Comeau. Également, Michel Savard, président des Habitations Manicouagan, tenait à ajouter: dans un contexte où la crise du logement frappe Baie-Comeau de plein fouet, avec un taux d'inoccupation de 0,5 %, nous ne pouvons que nous réjouir de cette annonce. La police Incipit, en collaboration avec la Sûreté du Québec, ont procédé à une perquisition dans un véhicule et dans une résidence d'Incipit le 19 mars dernier, ainsi qu'à l'arrestation de 3 individus. Les policiers ont saisi 10 grammes de cocaïne, de la méthamphétamine, du matériel servant au trafic de stupéfiants, 6 armes à feu, 9 armes blanches, plus de 6 000 $ en argent canadien et un véhicule en biens infractionnels. 3 individus ont été arrêtés, un homme de 48 ans pour trafic de cocaïne, trafic de méthamphétamine, bris de probation et entreposage négligent d'armes à feu. De plus, un homme de 40 ans et une femme de 69 ans ont aussi été arrêtés et libérés. Ceux-ci pourraient faire face à des accusations en matière d'armes à feu. Au Centre des arts de Baie-Comeau, cette semaine sera présenté sur scène le 23 mars à 20h Émile Bilodeau, qui fera vivre sur scène les perles folk rock de son nouvel album Au bar des espoirs, ainsi que ses plus grands succès. Entouré de ses habituels musiciens et armé d'une énergie et d'un enthousiasme qu'on dirait infini, le lucide chansonnier présente un spectacle rempli d'humour, de prise de conscience sociale et de mélodies accrocheuses. Également lundi, le 25 mars, sera présentée la pièce de théâtre La Machine de Turing,
qui est l'incroyable destin d'Alan Turing, le mathématicien anglais qui brisa le code secret allemand Enigma au cours de la Seconde Guerre mondiale. Pour ce faire, Turing créa une machine qui se révélera être le premier ordinateur. Contraint au silence par les services secrets, il fut condamné pour homosexualité avant de se suicider. En collaboration avec Poste Canada, le journal Haute-Côte-Nord sera dans votre case postale à partir du 1er mai 2024. Cette initiative est en place pour rejoindre un plus large éventail de citoyens pour recevoir l'information locale. On vous invite à rester des nôtres après le bulletin, car dès 19h, c'est la deuxième saison de Sans Tabou qui débute, avec comme invité Maxime Jaudoin de la radio CHME, qui nous parle de son syndrome de Gilles de la Tourette. On se laisse sur un extrait de l'épisode. Merci à vous d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi prochain pour un autre bulletin de nouvelles sur les ondes de TV R7. Ça a commencé au hockey. OK. Là, je parle de souvenirs. Là. Sans me tromper, j'ai commencé à faire des 360 au hockey à la mise en jeu. Pour X raisons, je tournais sur moi-même, puis soudainement. Donc, puis là, ben, on se pose des questions parce que je n'avais jamais fait ça avant. OK. Là, maintenant, j'arrive sur la patinoire, puis je commence à faire ça d'une façon la plus soudaine que pas.